Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé d'un bac historique. C'est celui que j'ai passé en 1974 dans l'Académie de Nantes et vous verrez qu'il y a une certaine différence avec les bacs d'aujourd'hui. Donc c'était un bac C 1974. Donc exercice 1, on nous demandait d'étudier les restes de 2 puissance n dans la division par 9. 2 puissance 0, ça fait 1, le reste est 1. 2 puissance 1, ça fait 2, le reste est 2. 4, le reste est 4. 8, le reste est 8. 2 puissance 4, ça fait 16. C'est congrué à 7 modulo 9, donc le reste est 7. 2 puissance 5, c'est congrué à 14 modulo 9, c'est-à-dire à 2 fois 7, qui est congru donc à 5 modulo 9, le reste est 5. 2 puissance 6, c'est congru à 2 fois 5, 10, c'est-à-dire à 1 modulo 9. Et j'arrête là, puisque je retrouve le 1. Ensuite, c'est cyclique. Si n est supérieur ou égal à 6, on fait la division euclidienne de n par 6, ça fait n égale 6q plus r avec r entre 0 et 5. 2 puissance n égale 2 puissance 6 à la puissance q multiplié par 2 puissance r. Ça, c'est congru à 1, donc ça va être congru à 2 puissance r modulo 9. Et là, on va retrouver les restes qu'on avait trouvés. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Là, suivant que n est congru, parce que n est toujours congru à r, donc suivant que n est congru à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc si on prend a égale 2 puissance n facteur de 2 puissance 2n plus 2 puissance 2n facteur de 2 puissance 2n plus 1 moins 1 moins 1, on regarde les congruences de n modulo 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2n va être congru à 0, 2, 4, 6, c'est-à-dire 0, 8, c'est-à-dire 2, 10, c'est-à-dire 4. 2 à la puissance 2n. Donc là, j'ai un reste qui est congru à 0, donc ça me fait 1. 2 puissance 2n va être congru à 1. Ici, c'est congru à 2, ça va me faire 4. Ici, c'est congru à 4, modulo 6, 0, 1, 2, 3, 4, donc ça va faire 7 modulo 9. Ici, c'est congru à 0, donc ça va faire 1. Ici, c'est congru à 2, pardon. Et 2, ça va être 4. Et pour 4, ça va être 7. Donc 2 puissance 2n est congru à ça, modulo 9. 2n plus 1, c'est 2n plus 1 modulo 6, ça va être congru à 1, 3, il suffit de rajouter 1. D'accord ? 2 puissance 2n plus 1, ça va être congru. Alors, quand c'est 1, ça fait 2, mais comme je... Non. Alors, pour 0. Pour 0, donc ça fait 1, donc ça fait 2, mais comme j'enlève 1, ça fait 1. D'accord? Pour 3, 0, 1, 2, 3, ça fait 8, mais j'enlève 1, ça fait 7. Pour 5, ça fait 5, mais j'enlève 1, ça fait 4. Pour 1, ça fait 2, mais j'enlève 1, ça fait 1. Pour 3, ça fait 8, mais j'en enlève 1. Et pour 5, ça fait 5, mais j'en enlève 1. 2 puissance 2n plus 1 moins 1 est congru à ça modulo 9. Alors maintenant, quand je les multiplie, ces deux-là, et que j'enlève 1, 1 fois 1 moins 1, ça fait 0. Ça, c'est les congruences modulo 9. 4 fois 7, 28, moins 1, 27, c'est congru à 0 modulo 9. 7 fois 4, 28, moins 1, 27, c'est pareil. 1 moins 1, 0, c'est pareil. 4 fois 7 et 7 fois 4, c'est pareil. Donc, je vois que quel que soit n, a est congru à 0 modulo 9, donc a est toujours divisible par 9, puisque le reste est nul. Exercice 2, j'ai cette fonction qui est continue sur chacun des deux intervalles ouverts, d'accord, parce que composée de fonctions continues ou polynomiales. La limite en 1-, c'est... je fais tant x vers 1, puis exponentielle x donc RE, donc c'est E. Et puis pour l'autre, c'est évidemment A plus B. F continue sur R, ça équivaut à dire qu'elle est continue en 1. Et donc A plus B est égal à E. Elle est dérivable sur chacun des deux autres intervalles pour les mêmes raisons que la continuité. Sur le premier, la dérivée est égale, alors il faut dériver c'est U fois V, donc c'est 1 exponentielle x plus x exponentielle x1 plus x, donc exponentielle x. Et pour l'autre, f', donc f' de 1, en 1-, la limite, ça va être 1 plus 1, 2, E. Et sur l'autre, c'est f' de x égale a, et donc la limite, c'est a.
Donc f admet une dérivée à gauche en 1 égale à 2e et une dérivée à droite en 1 égale à A. F dérivable sur R, ça implique qu'elle est dérivable en 1 et continue en 1. Donc sa dérivée à gauche est égale... donc pour dire qu'elle est dérivable en 1, il faut que les deux dérivées soient égales, c'est-à-dire que A égale 2e. A égale 2e, d'accord? Et comme elle est continue, que A plus B soit égal à E. Donc comme A vaut 2E, ça veut dire B égale moins E. Réciproquement, si A égale 2E et B égale moins E, à ce moment-là, A plus B va être égal à E, ce qui assure la continuité en 1 et donc la continuité sur R. Mais en même temps, puisque A égale 2E, ça implique aussi la dérivabilité en 1. Donc elle est continue dérivable en 1, donc sur R. Donc finalement, f dérivable sur R, ça équivaut à A égale 2E et B égale E. Question 2, on a ici A égale 2E, B égale moins E. Donc d'après ce qu'on a vu avant, f est dérivable sur R. La dérivée est égale à ça quand on est entre moins l'infini et 1. Elle est positive si et seulement si x est supérieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire entre moins 1 et 1. Pour x appartenant à 1 plus l'infini, la dérivée est égale à 2e, toujours positive. Bon, je vous laisse vérifier le tableau de variation, il n'y a rien à dire. Jusque la limite de x exponentielle moins x en moins l'infini, ça fait 0 parce que c'est l'exponentielle, et c'est pas moins x, hein, c'est exponentielle x, qui l'emporte, et que la limite en plus l'infini de e, facteur de 2x moins 1, est égale à plus l'infini. F de 1, c'est égal à e, f de moins 1, c'est égal à moins 1 fois exponentielle moins 1 est égal à moins 1 sur e. F de 0, bien sûr, est égal à 0. Ça, je n'ai pas mis entre les deux, mais c'est évident. Ça va me servir à faire le dessin. F de 0 égale 0. F de moins 1 est égal à moins 1 sur e, c'est même encore plus petit. Et puis ensuite, j'ai f de... Bon, j'ai placé moins e par là, e par là. Cette droite là d'équation 2y égale 2ex plus e, y égale 2ex moins e, le moins e il est là. Quand x vaut 1, c'est égal à e en 1. Et donc j'ai cette courbe là qui monte, et après ça devient une droite, c'est pour au flagrant sur mon dessin. L'après-midi, alors je crois que le jour du bac d'ailleurs, j'ai dû continuer comme si c'était une courbe. En fait, ici, c'est une droite. C'est peut-être ça qui m'a valu d'avoir 19 au lieu de 20. Primitive g de x exponentielle x, par exemple, somme de 0 à x de t exponentielle t dt, que j'intègre par partie, et ça me fait donc que j'intègre exponentielle t, et je dérive t après, et donc ça fait x exponentielle x, moins, et pour celle-là, ça fait ça, c'est-à-dire exponentielle x moins 1, donc ça fait moins exponentielle x plus 1. Bon, si je rajoute la constante moins 1, j'obtiens qu'une autre primitive plus simple grand f est donnée par f de x égale ça, c'est-à-dire x moins 1 facteur d'exponentielle x. L'air, bien j'ai une courbe entre 0 et 2, la fonction est positive, et la courbe est au-dessus de l'axe des x, et donc l'air est égal à somme de 0 à 1 de f de t dt plus somme de 1 à 2. C'est-à-dire somme de 0 à 2 de f de t dt. Donc, entre 0 et 1, la primitive c'est ça, et entre 1 et 2, j'intègre 2x par x2, 1 par x, et donc ça fait ça. Donc ici, en 1, ça fait nul, et j'enlève la valeur en 0 qui est égale à moins 1, donc ça fait 1. Ici, ça fait 4 moins 2, 2e, 2e, puis en 1, ça fait 1 moins 1, 0. Donc ça fait 1 plus 2e. Voilà, unité d'air. Le problème, j'ai ces deux vecteurs, la droite engendrée par E1, le plan P orthogonal à D, la norme de 1, c'est ça, la norme de 2, c'est ça, donc les deux vecteurs sont unitaires. En fait, question B, le vecteur K, lui aussi, il est unitaire, donc j'ai trois vecteurs unitaires. E1 scalaire K, c'est égal à 0, de même E2 scalaire K égale 0, et E1, E2
est égal aussi à 0. Donc en fait, ces trois vecteurs sont unitaires et 2 à 2 orthogonaux, donc ils forment une base orthonormée de... Donc automatiquement c'est une base en fait, hein, je n'ai même pas démontré. J'ai même pas besoin de démontrer qu'ils forment une partie libre. J'aurais pu écrire le déterminant, puis c'était évident, hein, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 0, 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, 0, 0, 0, 1, je calcule le déterminant, et je trouve que c'est 1 fois 1 sur racine de 2 fois moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, enfin bref, c'est différent de 0. Mais je n'ai pas besoin de le faire, c'est une base orthonormée. Donc j'ai deux bases orthonormées de E, espace de dimension 3. Je sais qu'il existe une unique rotation R qui envoie I en E1, J en E2 et K en Q. Question 1C, la rotation R transforme le repère IJK en le repère E1, E2, K. Alors comme celui-là est orthonormé, celui-là va être orthonormé. Et en fait, comme celui-là est orthonormé direct, celui-là va être orthonormé direct. D, la droite engendrée par le vecteur E1. Donc, le plan P, qui est l'orthogonale de D, va être engendré par E2K. Pourquoi? Parce que E2 est orthogonal à E1, K est orthogonal à E1. D'accord? Donc, tous les deux, ils appartiennent au plan P. Et puis, comme ils sont orthogonaux entre eux, eh bien, ils forment une base du plan P. Et même comme ils sont de norme 1, ils forment une base orthonormée de P. Si D est orienté par E1, alors P est orienté par E2, pardon, E1 vectoriel E2, c'est-à-dire K. En fait, il faut ici mettre un vecteur hein, tel que E1, E2 et puis ce vecteur-là forment une base orthonormée directe de l'espace. Donc en fait, ici, on a le choix qu'entre K et moins K, mais comme la base directe, c'est E1, E2, K, bah, voilà, c'est K. Donc, O, E2, K est un repère orthonormé direct du plan affine. Voilà. De A, F bah, laisse O invariant. La direction de F, c'est phi de matrice M dans la base IJK. Quel que soit M appartenant à E, le vecteur F de O, F de M est égal à phi de OM. Donc ça veut dire que O, puisque O est invariant, OF de M est égal à phi de OM. Alors, si M a pour coordonnées XY, OM a pour coordonnées XY. Si F de M a pour coordonnées X', Y', OF de M a pour coordonnées X', Y', Z'. Pardon. Donc, en fait, on a X', Y', Z' égale M fois XY, Z. Et dire que F de M est égal à M, ça équivaut à dire ça. Donc ça. Bon, là, en additionnant les deux, on obtient ça. Donc Y égale moins X. Et quand on remplace, on trouve X égale moins racine de Z. Y égale racine de Z. Donc avec l'équation 3, moins racine de X multiplié par moins racine de X, ça fait 6Z. Plus racine de Y multiplié par racine de 6Z, ça fait plus 6Z. Plus Z est égal à 0. Donc Z égale 0. Et comme Z égale 0, Y vaut 0 et X vaut 0. Donc, alors on savait que O était un point invariant, et là on vient de voir que c'est le seul. De B, si le vecteur U appartient au noyau de phi, bah, dire ça, ça équivaut à dire que M fois X, Y, Z est égal à 0. Donc ça nous fait ça, c'est le même genre de calcul qu'ici. Hein, on obtient facilement ça, et en faisant 1 plus 2. Et on a alors U qui appartient à un quart de phi, si Y égale moins X, X égale moins 1 sur moins 1,5 de racine de 6 fois Z, et X égale 1 sur racine de 6Z, qui est égal à 1 sur 6 de racine de 6Z. Et quand on compare les deux, bah, on en déduit que Z est égal à 0, puis que X est égal à 0, et Y égale 0. Donc R phi est réduit au vecteur nul, donc c'est le singleton vecteur nul. Donc phi est bijective et F est bijective. 2C, alors O, le point O appartient à la droite T, il est invariant, et le vecteur E1 est envoyé en phi de E1, et donc phi de E1, bah, il suffit de prendre les coordonnées
la matrice est multipliée par les coordonnées de 1, c'est-à-dire ça. Donc on va trouver ça, et là on voit apparaître 4 fois le vecteur E1. Donc en fait, phi va envoyer la droite D, enfin la droite vectorielle D en D, puisque phi de D est engendré par E1, et que phi de E1 appartient à D, puisque c'est 80, d'accord? Et d'autre part, O est invariant, donc on voit que la droite D, qui est définie par O et E1, bah, son image va être définie par O et 80, donc c'est pareil, la direction ça va être D, et donc c'est la droite D. Donc D est globalement invariant de pareil. Chose qu'on va retrouver, qu'on va préciser, en disant que si M appartient à D, ça équivaut à dire que OM est égal à lambda E1. Donc ça implique que O f de M, le vecteur, est égal à lambda phi de 1, et lambda phi de 1, ça fait est égal à lambda phi de 1, oui, et phi de 1 c'est 80. Donc ça fait 4 lambda E1, et donc ça fait 4 OM. Donc je vois que quel que soit M appartenant à D, OM' est égal à 4OM. Donc je vois que la restriction H, je retrouve que f de M appartient à D, et surtout je vois que la restriction H de f à D, c'est l'homothétie de centre O et de rapport K. La question 2D, le début en tout cas, phi de E2, bon bah je multiplie cette matrice par les coordonnées de E2, hein, et je trouve ça. Et si je calcule 2E2 plus 3 racines de 3K, eh bien je trouve ça aussi. Donc phi de E2 est égal à 2E2 plus 2 racines de 3. Je reprends donc cette matrice M, phi de K c'est ça, et quand je calcule ça, ça me donne la même chose. Donc phi de K est égal à ça. E de K est une base du plan vectoriel, phi de E2, phi de K s'exprime en fonction de E2 et K, donc appartiennent à ce plan, et donc le plan est invariant par phi, comme phi est bijectif, phi de P est égal à P. Et plus O est invariant dans le plan affine, donc f de P est inclus dans P, et P est invariant par F. Et comme F est bijectif, on a aussi f de P égale P. Les restrictions sigma S de phi F à P vectoriel et P affine sont des bijections définies de cette façon-là. Donc là, c'est facile, hein. Il n'y a rien à dire. La matrice de sigma dans E de K, ben, ça va être ça, et je peux l'écrire comme ça. Et donc je fais apparaître une rotation vectorielle d'angle pi sur 3. Donc sigma, composé d'une homothétie et d'une rotation vectorielle, qui est une similitude directe de rapport 4 et d'angle pi sur 3. Donc en affine, comme O a pour image O, eh bien grand S est une similitude directe de centre O, rapport 4, et angle pi sur 3, il y a un seul centre, bien sûr, c'est le point invariant, unique point invariant, puisque ce n'est pas l'identité. F de transforme O en O, sa matrice, la matrice de phi, bah, c'est ça, hein, d'après ce que j'ai vu avant. Je peux l'écrire 4i3 fois ça, matrice d'une rotation, d'une homothétie, et évidemment je peux composer les deux, puisque I3 c'est 1, 1, et puis que des zéros ailleurs. Hein. Bah, c'est l'identité, donc je peux composer. C'est commutatif, relativement à E1, E2, K, et donc, comme O en plus est invariant, bah, j'ai ça. D'accord ? J'ai ça parce que je l'ai du point de vue de vectoriel. Si je remplace l'homothétie affine et la rotation affine par une homothétie vectorielle et une rotation vectorielle, et d'autre part, O par c'est la rotation d'axe D et d'angle pi sur 3. O est envoyé en haut, qui est envoyé en haut par H. Et là, c'est pareil. Hein. Donc, en fait, les parties linéaires communes, et puis ça marche pour O, donc j'ai bien la commutativité au niveau affine. 3, G de P vers P, qui a O associe O, et M gamma, la matrice égale à ça, dans la base orthogonale E2K de P. Si je prends un vecteur XY dans cette base, phi de U égale lambda U, ça équivaut à dire ça. Le déterminant de ce système, parce qu'on veut qu'il y ait des... Là, évidemment, il y a la solution nulle, hein, mais on veut qu'il y ait une solution non triviale, non nulle. Ben, à ce moment-là, il faut examiner le déterminant, et ça marchera quand le déterminant sera égal à 0. Le déterminant, c'est ça. Alors là, j'ai changé dans l'énoncé... c'était mis moins racine de 3 sur 8, je pense qu'il s'agit d'une erreur. Donc j'ai mis moins 1. Alors, évidemment, le calcul est plus facile. Hein, ça fait lambda 2 moins 4 sur 64, 2 racines
qui sont 1/4 et moins 1/4, d'accord, et pour lesquelles le système admet des solutions non nulles en XY. Alors pour lambda égale 1/4, ben, je remplace ici 1 par 1/4, j'obtiens ces deux équations qui en fait équivalent à une seule, et donc j'obtiens une droite, la droite d'équation y égale x racine de 3, qui a pour vecteur directeur, je remplace x par racine de 3, ça me fait y égale 1. Ça c'est dans le plan, bien sûr, dans le repère de k. Et puis pour lambda égale moins 1/4, ben, j'ai la même chose, et ça équivaut à ça, droite des deux, vecteur directeur U2, de coordonnées 1 moins racine de 3. Alors ces deux vecteurs-là, ils sont orthogonaux, parce que U1 scalaire U2, ben, ça fait racine de 3 fois 1 moins racine de 3 fois 1, ça fait 0. Donc les deux droites vectorielles sont bien orthogonales. La question 3b, l'application gamma qui envoie U1 en 1/4 de U1, U2 en moins 1/4 de U2. On divise les deux vecteurs par leur nom pour obtenir le vecteur V1, donc V1 envoyé en 1/4 de V1 et V2 en moins 1/4 de V2. La matrice de gamma dans la base orthonormale, elle est bien orthonormale puisqu'on vient de normer pour obtenir V1, V2. Et puis U1, U2 étaient orthogonaux. Donc cette matrice, ça va être ça. Et donc dans le repère O, V1, V2, on a M qui donne ça. Et donc ça nous fait K rond A. K est l'homothétie de centre O de rapport 1/4. Et alors c'est celle qui fait ça. Et A, la symétrie orthogonale par rapport à la droite A, qui passe par O, qui est dirigée par V1, et qui fait ça. On a bien M par K qui donne ça, par A qui donne ça, donc G égale K rond A. Et puis M par A donne ça, par K donne ça, et donc G égale K rond A égale A rond K. 3C, on veut avoir ça, ce qui équivaut à dire en composant par K que K rond S égale A rond A'. Et donc, je remplace S par H rond K. Et là, je vois qu'ils sont inverses, ces deux homothéties. Donc en fait, ça va me faire dire ça, ça équivaut à R égale A rond A'. Alors, A, R, c'est la rotation d'une rotation de centre O et d'angle pi sur 3. Donc, il existe, on sait qu'il existe une unique droite A' passant par O, telle que si A' est la symétrie orthogonale d'axe A', alors R est égal à A rond A'. Alors comment l'avoir? Ben, il suffit de faire une rotation d'angle moins pi sur 6. Moins pi sur 6, pardon. Moins pi sur 6. Donc, parce que comme ça, on fait la symétrie par rapport à A', puis par rapport à A, et on obtient la rotation d'angle pi sur 3. Donc, A', c'est la droite qui s'obtient à partir de la droite A, en faisant une rotation d'angle moins pi sur 6, d'accord, au vecteur V1. On obtient en fait le vecteur V2. C'est une droite qui va être dirigée par le vecteur, pas V2, mais E2. Donc en fait, A', ici, elle est dirigée par le vecteur E2. Voilà. Et à ce moment-là, G rond S égale A rond K rond S égale à A rond K rond, alors, K-1 rond A rond A', d'accord? Et ça fait l'identité, c'est H, et j'obtiens A rond A', d'accord? Donc ça fait l'identité rond A', ça fait A', G rond S est égal à A'. Voilà, petit 4, V1, V2 est une base orthonormée de P, donc E1, V1, V2 est une base orthonormée de E. Elle est directe parce que quand on considère la base orthonormée directe 1, 2, 3, la matrice c'est ça. Donc elle est de déterminant égal à 1. Voilà. Donc l'application U.
dans cette base, E1 est envoyé en un quart de E1, c'est une homothétie. Et puis E2 va être envoyé en un quart de E2. Et non, ça c'est pas E2, c'est V1, pardon. V1 est envoyé en un quart de V1, d'accord. Et puis V2 est envoyé en moins un quart de V2. Donc ça lui fait ça. Et là, je vois bien que sur ce sous-espace vectoriel engendré par, alors ici c'est E1V1, eh bien l'application c'est une homothétie. Et puis là, par contre, il y a une symétrie, d'accord. Donc là, je fais intervenir un plan P. Donc je vais écrire un quart fois ça. Et puis c'est là que je vois la symétrie, d'accord. Symétrie par rapport à un plan, par rapport au plan engendré, plan que j'appelle pi, engendré par E1 et V1. D'accord. Et donc là, je vois bien H rond SPi, symétrie par rapport à pi. Donc SPi qui envoie E1 évidemment en E1, qui envoie E2 en E2. Hein. Ceux-là, ils sont dans le plan, donc ils restent fixes. Hein. D'accord. Et puis l'autre, bah, il est envoyé en son opposé. Voilà.